Laurent Oberton, bonjour. Bonjour. Après l'immense succès de la France Orange Mécanique en 2013, vous venez de faire paraître La France Big Brother aux éditions Ring. Et tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, votre premier chapitre s'appelle Homo Domesticus. Et vous décrivez, page 16, de par ta nature d'animal domestique. Mais vous pensez vraiment que nous sommes des animaux domestiques ? Je ne suis pas le seul à le penser, puisque ce sont des constats qui ont été faits par des grands biologistes, notamment l'éthologue Konrad Lorenz, qui le premier a vu dans les caractéristiques propres à l'être humain, des caractéristiques qu'on retrouvait chez tous les animaux domestiques. Notamment une certaine intempérance alimentaire, sexuelle, une juvénilité prolongée, un goût très prononcé pour la dépendance, l'incapacité à exister sans l'appui d'un maître. C'est un peu le constat de départ qui m'a permis de m'interroger en me demandant si l'homme devait être soumis à une sorte d'entité supérieure, comme par exemple sa société ou son État. Quel était le terreau qui permettait cette soumission ? Et la domestication, je crois, est une excellente explication. Mais nous sommes aussi quand même des êtres de culture, nous ne sommes pas seulement des êtres de nature, donc nous avons aussi ce qui s'appelle la liberté. Oui, c'est-à-dire que la liberté, c'est peut-être un beau concept sur le papier, mais on ne doit pas oublier qu'on est tenu par des réalités biologiques qui s'imposent à nous et qui guident quand même nos actions, nos manières d'être et d'agir, et qui font par exemple que nous avons une peur panique d'être exclus de notre groupe, de perdre notre place, notre rang au sein des nôtres, qui fait que nous avons tendance à adopter des jugements tout à fait conformes, et donc qui fait que nous sommes aisément manipulables. C'est ce que vous appelez le totalitarisme participatif ? Voilà, c'est-à-dire que nous-mêmes nous contribuons à ce totalitarisme, puisqu'on se fait peur un petit peu les uns les autres. On désigne nous-mêmes ceux qui semblent un petit peu dévier des standards du groupe. Ce que font les médias d'ailleurs, quand vous avez un individu qui se permet de franchir certaines bornes de la morale dominante, il est immédiatement ostracisé et désigné, il doit être condamné socialement à une forme d'exclusion, de bannissement, de la pensée correcte. Et c'est ce que nous faisons nous-mêmes, hélas à notre propre niveau, parce que nous répliquons ces schémas dans la rue avec nos proches, en regardant les émissions de télévision. On a tendance à toujours prendre parti pour le puissant, la force du groupe, celui qui a le monopole de l'expression publique, donc les médias. Nous, face à lui, voilà, nous n'avons que notre malheureuse voix, donc nous sommes très peu de choses et nous avons tendance à nous soumettre à ce grand système. C'est pour ça que ce livre n'est pas seulement justement le procès de ce système de conditionnement, c'est aussi le nôtre, puisque sans nous, ce conditionnement n'est pas possible. Donc vous parlez au fond d'un comportement mimétique et puis de système ou de phénomène d'exclusion. Et je crois que vous employez une expression qui vient d'ailleurs d'Orwell, qui est un des moyens de l'exclusion, ou un des outils de l'exclusion, c'est ce que vous appelez les 2 minutes de la haine. Alors, est-ce que vraiment, maintenant, en 2015, il y a vraiment des 2 minutes de la haine ? Vous pouvez donner des exemples concrets ? Alors, les 2 minutes de la haine, pour resituer, dans le roman d'Orwell, 1984, tous les gens sont invités tous les jours à huer la figure fantasmée d'une sorte d'incarnation du mal. Dans le roman, c'est un certain Goldstein qui joue ce rôle de repoussoir pour souder justement la troupe, le parti contre cet ennemi moral. Nous avons exactement des démonstrations similaires aujourd'hui, par exemple avec Éric Zemmour, où quand, sous prétexte d'un dérapage qui est grossi, monté en épingle par les médias, qui invite les réseaux sociaux, les individus, les gens à se déchaîner sur Éric Zemmour, à s'acharner sur lui, à le traiter de la pire des manières possibles pour tenter de le détruire auprès de l'opinion, le calomnier et en faire quelqu'un d'infréquentable. On appelle ses employeurs en lui demandant pourquoi il continue à l'employer, on appelle ses proches en lui demandant s'il se désolidarise ou non. C'est vraiment une tentative d'isoler l'individu, pour le couper complètement de ses moyens de continuer à s'exprimer au travers des grands médias. Je trouve que son cas est particulièrement démonstratif.
Il y en a d'autres. Houellebecq, par exemple, a été victime aussi de ça. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ces individus-là, malgré tout, continuent à trouver leur public, peut-être même encore plus quand ils sont les victimes de ces tentatives d'assassinat cathodiques. Et ils deviennent totalement incontournables, et Big Brother révèle son impuissance. Parce que s'il attaque, s'il se tait, de toute façon ça marche quand les livres de ces gens-là se vendent. Si Big Brother attaque, ils se vendent encore mieux. Donc ils sont dans une situation assez périleuse. Donc Big Brother a donc des agents, c'est ceux que vous appelez les journalitaristes, parce que vous parlez de journalitarisme et vous donnez un exemple qui est celui de Mediapart, et je vous cite, Plenel a pris ce qui payait le mieux à Bac+0, agent de liaison, puis commissaire politique. Vous pensez que vraiment Edoui Plenel joue un rôle, d'une certaine manière, peut-être à son corps défendant d'ailleurs, peut-être ne le cite-t-il pas, de commissaire politique ? Je pense qu'il est très sincère dans sa démarche, mais je l'ai choisi comme exemple un petit peu développé parce que je trouve qu'il est très représentatif de cette caste, de ce parti justement où on n'a pas besoin spécialement de diplôme, de talent, de déontologie. Pour exister, on a surtout besoin de fanatisme. Or, Plenel est à ce titre, à mon avis, très représentatif du prototype du militant idéal, du cadre du parti rêvé. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de terroriser tout le monde sur un plateau de télévision parce qu'il a pour lui une morale supérieure et que si vous n'êtes pas de son avis, vous êtes de toute façon perdant. Et il terrorise pas seulement les individus susceptibles d'être non alignés ou de déraper, il terrorise aussi justement les membres de son parti. Je pense que un système de terreur tient ces gens les uns, ils se tiennent tous. C'est un peu l'image du panier de crabes où tous les crabes se tiennent par la pince, qui fait que tous ces individus, de toute manière, n'ont pas d'autre choix que de continuer à aller dans le même sens. Quand bien même ils commencent à se poser peut-être des questions à titre individuel, ils sont obligés de continuer. Donc il y a un alignement extérieur oui. Et aussi un alignement intérieur. Mais il y en a aussi certains qui se rebellent, ou en tout cas qui sont contre le désordre établi. Je crois que c'est dans votre chapitre 9 qui s'appelle Rupture de code. Il y a un certain Godel qui écrit à Monsieur Moyen. Monsieur Moyen, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et puis il lui écrit en disant finalement je t'écris parce que j'ai tout compris. Oui, parce que mais le problème de ce Godel, c'est que pour en arriver à cette situation, on doit être parfaitement inconnu, donc n'avoir aucune légitimité dans ce système médiatique, parce que si on commence à avoir ce genre de réaction en étant déjà installé, on va dire, c'est-à-dire en bénéficiant d'une légitimité universitaire ou audiovisuelle, on perd sa place, on risque de perdre sa place immédiatement. Donc d'être chassé du jeu. Donc les individus justement qui sont en rupture sont souvent totalement inconnus. On peut être en rupture chez soi devant son téléviseur, on ne dérange personne. En revanche, être en rupture et avoir accès à la parole publique, c'est-à-dire passer victorieusement par le filtre des médias, de nos confrères journalistes ou universitaires, paraît totalement impossible. Alors le filtre des médias, vous venez de faire paraître votre livre. Comment a fonctionné ce filtre depuis la parution de la France Big Brother ? Alors c'est une tactique différente de la France Orange Mécanique, où la France Orange Mécanique, comme ce livre avait reçu la publicité de Marine Le Pen, le silence n'était plus possible. Donc c'était un signal pour calomnier par tous les moyens le livre, mais surtout l'auteur. Si on discrédite l'auteur, on discrédite le livre, on discrédite son soutien, voilà. Là, la tactique était très différente, c'était le silence. On n'en parle pas, il n'existe pas, les gens ne savent pas, ils n'achètent pas, le livre meurt. Voilà, c'est théoriquement la meilleure technique, sauf que malgré tout, le livre a quand même trouvé des moyens d'aller jusqu'à ses lecteurs par les médias alternatifs qui sont de plus en plus développés sur Internet. Le vôtre en fait partie.
par le bouche à oreille, parce qu'aujourd'hui les gens sont dans un tel état de défiance par rapport à ce système médiatique qu'ils cherchent par eux-mêmes d'autres moyens de s'informer. Elles sont de plus en plus intéressées par la dénonciation justement de ce système médiatique. Nous avons fait face à tout un tas de techniques possibles et imaginables pour détruire ce livre. Par exemple, on a été invité le jour de la sortie du livre, on avait 2 invitations fermes de Léa Salamé pour France Inter avec une exclusivité audiovisuelle, c'est-à-dire une exclusivité radio. À partir de là, vous arrêtez de chercher des émissions radio, puisque vous le faites avec nous, donc vous arrêtez vos recherches. On a eu une demande d'exclusivité télévisuelle par Anne-Sophie Lapix pour C'est à vous. Même démarche, vous arrêtez vos recherches puisque vous nous devez l'exclusivité. Or, la veille de l'émission, on repousse d'1 semaine parce qu'il y a l'affaire Charlie Hebdo. On attend 1 semaine, la veille de l'émission, on annule tout simplement. Donc à partir de là, votre promotion, elle est détruite. Vous commencez à rechercher des médias, il est déjà trop tard, voilà, le sujet est déjà passé, vous ne nous avez pas donné l'exclusivité, voilà, c'est terminé. Donc on a eu BFM TV, si je ne m'abuse, Valeurs Actuelles, parmi les grands médias, ce sont les seuls, à ma connaissance, à avoir au moins parlé du livre. On a eu un article de l'Express aussi tout au début de sa parution, et ça s'est arrêté là. Donc c'est quand même très impressionnant je pense qu'il n'y a pas de donneur d'ordre dans ce système. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ce livre, on se passe le mot, on n'en parle pas. Tout chacun agit. Voilà, c'est une convergence, une concomitance des actions qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais malgré tout, encore une fois, le livre se vend sans eux. Donc là, je pense que ce système est en train de montrer qu'il est quand même à bout de souffle, puisqu'il n'arrive plus à contrôler les moyens d'expression alternatifs. Voilà une bonne nouvelle. Alors vous préparez la suite de votre, ou je ne sais pas si c'est un 2e tome ou une refonte de votre précédent ouvrage. La parution est prévue pour quand? Alors c'est une refonte qui est presque en train de devenir un 2e tome, tellement il y a d'informations à ajouter, autant au niveau des faits divers que l'actualisation des chiffres, du bilan de l'ère Taubira, qui est quand même... voilà, il faut développer ce bilan parce que il est quand même assez dramatique. Vous avez l'affaire Charlie Hebdo, vous avez des faits divers très importants qui viennent s'ajouter à tout ça. Vous avez par exemple le viol d'Evry qui avait été passé sous silence, dont votre site avait parlé, qui était voilà, une affaire très importante par ce qu'elle voulait bien dire de ce système. Vous avez aussi un chapitre sur les coulisses de la sortie de la France Orange Mécanique, tout ce qui s'est passé pendant la promotion, tout ce dont nous avons été victimes. Et ce livre donc sortira le 9 avril en version très augmentée, donc avec vraiment une très grosse actualisation. Mais de toute façon, on sait bien il pourrait être actualisé tous les ans. Un peu de la même manière, tant l'actualité nous apporte sans cesse des faits divers particulièrement significatifs, pas seulement sur l'état de la société, mais aussi sur la manière dont les relais de l'information traitent justement le réel et forment une sorte de barrage entre la réalité et les lecteurs et les individus. Toujours aux éditions Ring. Toujours aux éditions Ring. Bien, Laurent Berton, je vous remercie. Vous venez de publier La France Big Brother aux éditions Ring. Merci à vous.